Si, si tous les livres décrivant les horreurs de la guerre, la cruauté des révolutions, des actes sanglants des chefs politiques et de leur système devaient être rassemblés en un seul lieu, bien des lecteurs potentiels fuiraient une telle bibliothèque. D'anciens ouvrages voisineraient avec les livres d'histoire et journalistes contemporains. Les traités documentés sur l'extermination par les Allemands des camps de concentration et l'extermination de la nation des peuples fournissent des données statistiques approximatives et décrivent le travail bien organisé de destruction de la vie humaine dans un langage dépourvu de violence et fournissent ainsi une base concrète à la reconnaissance de la nature du mal. L'autobiographie de Rudolf Höss, le commandant des camps d'Auschwitz, et de Brzezinska Birkenau est un exemple classique de la manière dont un psychopathe intelligent dépourvu d'émotions humaines pense et ressent. Les premiers de ces ouvrages pourraient être des livres écrits par des témoins de la folie criminelle, comme Darkness at Norm d'Arthur Koestler, qui parle de la vie avant la guerre en Union soviétique, Smoke over Birkenau. Les souvenirs personnels de Severina Smart-Glenn-Weska, déportée au camp de concentration allemand pour femmes. Souvenirs soviétiques de Gustav Helling, Grudzinski et les ouvrages de Solzhenitsyn qui débordent de souffrances humaines. Cette collection comprendrait des ouvrages sur la philosophie de l'histoire dans les aspects sociaux et moraux de la genèse du mal, mais se reposerait aussi sur certaines lois historiques et mystérieuses pour justifier en partie les solutions sanglantes. Cependant, le lecteur éveillé serait à même de détecter un certain degré d'évolution dans les attitudes adoptées par les auteurs, partant de l'affirmation ancienne de la mise en esclavage et du meurtre des vaincus pour arriver à l'actuelle condamnation moralisatrice de ces comportements. On chercherait cependant en vain dans cette bibliothèque un ouvrage offrant une explication satisfaisante des causes et des processus à l'origine de ces drames historiques, des raisons pour lesquelles les faiblesses et ambitions humaines dégénéraient en folie meurtrière. En parcourant le présent volume, le lecteur constatera qu'il aurait été impossible d'écrire un tel ouvrage jusqu'à une période récente. Les vieilles questions resteraient cependant sans réponse. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Qu'est-ce que chacun de nous porte en lui, les germes du crime, ou bien ne se trouve-t-il que dans certains d'entre nous? Peu importe la fidélité aux événements, la justesse des observations psychologiques, aucune description littéraire d'événements tels que narrés par les auteurs énumérés plus haut ne peut répondre à ces questions ni expliquer de manière satisfaisante les origines du mal. Ils sont dès lors incapables de fournir des principes suffisamment efficaces pour contrecarrer le mal. La meilleure description littéraire d'une maladie ne peut faire comprendre l'étiologie essentielle de celle-ci, ni fournir aucun principe de traitement. De la même manière, aucune description de tragédie historique ne permet de prendre des mesures efficaces à l'encontre de la genèse, de l'existence ou de la diffusion du mal. Le recours à une langue naturelle pour circonscrire des concepts psychologiques, sociaux et moraux qui ne peuvent être convenablement décrits dans la sphère d'utilité de celle-ci aboutit à une sorte de pseudo-compréhension qui donne un sentiment lancinant d'inutilité.
Notre système naturel de concepts et d'imagination n'est pas équipé du contenu factuel nécessaire à la compréhension raisonnée de la qualité des facteurs, en particulier des facteurs psychologiques présents avant et pendant ces périodes de cruauté inhumaine. Il nous faut cependant souligner que les auteurs de ces descriptions ont bien senti que leur langage était insuffisant et ont dès lors tenté d'imprégner leurs mots d'une certaine précision, comme s'ils prévoyaient que quelqu'un pourrait un jour se baser sur leurs travaux pour expliquer ce qui pouvait être expliqué, même dans le meilleur langage littéraire. Si ces auteurs n'avaient pas été aussi circonspects dans leur langage, l'auteur du présent ouvrage n'aurait jamais pu recourir à leurs travaux pour servir ses propres objectifs scientifiques. Les gens sont horrifiés devant ce genre de littérature. Les sociétés hédonistes se réfugient dans l'ignorance ou les doctrines naïves. Certains éprouvent même du mépris envers ceux qui souffrent. L'influence de tels livres peut donc être pernicieuse. Il faudrait pouvoir contrebalancer cette influence en mentionnant ce qui a dû être laissé de côté parce que notre monde conceptuel et imaginatif ne peut l'inclure naturellement. Le lecteur ne trouvera donc pas ici de description à glacer le sang. Il n'y aura de description ni de comportement criminel, ni de souffrance humaine. Il n'est pas dans les attributions de l'auteur de transmettre dans le détail les témoignages de certaines personnes qui ont vu et souffert davantage que lui-même, et donc les talents littéraires sont plus grands. L'introduction de telles descriptions dans le présent ouvrage irait à l'encontre de ses objectifs. Non seulement elle favoriserait l'attention sur certains événements et en exclurait d'autres, mais elle détournerait aussi du cœur de notre sujet qui porte sur les lois qui gouvernent l'apparition du mal. Pour pouvoir remonter aux mécanismes comportementaux de la jeunesse du mal, il est nécessaire de parler sous contrôle l'aversion et la crainte d'avoir une passion pour l'épistémologie et d'acquérir la sérénité nécessaire à l'étude de l'histoire naturelle. Il ne faut pas perdre de vue les processus de ponéorogénèse, les extrémités où elle peut mener et les menaces qu'elle peut représenter. Le présent ouvrage a dès lors pour but de mener le lecteur par la main dans un monde où n'ont pas cours les concepts et images qui lui sont familiers depuis l'enfance et sur lesquels il se base, d'une façon probablement trop égocentrique, parce que ses parents, son entourage, sa communauté au sein de son pays se sont basés sur des concepts semblables aux siens. Nous lui montrerons ensuite un choix de concepts factuels qui ont donné naissance à la pensée scientifique actuelle et qui lui permettront de comprendre ce qui est resté irrationnel dans son propre système naturel de concepts factuels. Il ne s'agit pas cependant de se livrer à une expérience douloureuse sur le mental du lecteur dans le seul but de lui indiquer où sont les faiblesses et défauts dans la façon dont il voit naturellement les choses. Il s'agit plutôt d'une nécessité devant les graves problèmes de notre monde contemporain de ne plus les ignorer sous peine des plus grands dangers dès que nous aurons réalisé qu'il ne nous est plus possible de faire distinction entre prendre le chemin de la catastrophe nucléaire et prendre le chemin de l'engagement créatif sans nous abstraire de ce monde d'égocentrisme et de concepts usés. Nous réaliserons que ce chemin a été choisi pour nous par des forces très puissantes auxquelles ne peuvent se mesurer notre frilosité et notre désir de confort personnel. Pour notre propre bien et celui de ceux qui nous sont chers, nous devons nous extraire de ce monde, de ce concept usé. Les sciences sociales ont déjà élaboré leur propre langage conventionnel qui oscille entre notre façon naturelle de voir les choses et une façon pleinement objective de voir les choses. Ce langage est
est utile aux hommes de science dans le cadre de la communication et de la corporation, mais il ne s'agit pas là d'une structure conceptuelle capable d'englober la biologie, la psychologie ou la pathologie dont il sera question au 2e et 4e chapitre du présent livre. Les sciences sociales font fin des normes critiques et de l'éthique. Les sciences politiques sous-estiment les facteurs qui sont à l'origine de la situation politique. Ce langage des sciences sociales a dès le début entravé les recherches menées par l'auteur et d'autres scientifiques pour arriver à comprendre objectivement la nature mystérieuse de ce phénomène historique d'inhumanité qui a englouti notre nation. Finalement, il m'a bien fallu recourir à la terminologie utilisée en biologie, psychologie et psychopathologie si je ne voulais pas me couper de la vraie nature du phénomène ou passer à côté de l'essentiel du sujet. La nature du phénomène étudiée ainsi que les besoins des lecteurs, en particulier de ceux qui sont familiarisés avec la psychopathologie, m'ont dicté la manière de travailler. En premier lieu seront introduits les données et concepts nécessaires à la compréhension ultérieure des éléments psychologiquement et moralement pathologiques. Nous irons donc graduellement des problèmes concernant la personnalité intentionnellement formulée de manière à coïncider le mieux possible avec l'expérience d'un psychologue, à un choix de problèmes concernant la psychologie sociétale au chapitre traitant de la ponérologie. Nous verrons comment le mal naît par rapport à chaque échelon social et nous mettrons l'accent sur le rôle réel de certains phénomènes psychopathologiques dans le processus de la ponérogénèse. C'est ainsi qu'une transition nécessaire se fera d'un langage naturel au langage objectif des sciences naturelles, de la psychologie et de la statistique, même si cela est plutôt fastidieux pour le lecteur. La ponérologie est une nouvelle discipline scientifique issue de la nécessité historique et des plus récentes découvertes de la médecine et de la psychologie. Sous l'angle du langage scientifique objectif, elle étudie les composantes et processus causés de la genèse du mal, en faisant abstraction de la portée sociale de celui-ci, pourvu de connaissances suffisantes, particulièrement en psychopathologie. Nous pouvons tenter d'analyser ces processus panérogéniques qui ont donné lieu à l'injustice, mais nous rencontrerons toujours les effets de facteurs pathologiques dont les porteurs sont les personnes affectées à des degrés divers par les déviances ou déficiences psychologiques. Le mal moral et le mal psychologique ont en effet tant de liens causal et d'influence réciproque qu'il n'est possible de les séparer que dans l'abstrait. Cependant, la faculté de les distinguer qualitativement nous protège d'une interprétation moralisante des façons pathologiques, d'une erreur de compréhension du moral et du social dans laquelle nous risquons tous de tomber et qui empoisonne insidieusement le mental. La ponérogénèse des phénomènes macrosociaux qui constituent le sujet principal du présent ouvrage paraît être soumise aux mêmes lois naturelles que celles auxquelles est soumis tout ce qui concerne l'humain au niveau individuel ou de petits groupes. Le rôle de personnes présentant diverses déficiences et anomalies psychologiques de niveau cliniquement peu élevé semble être une caractéristique constante dans ces phénomènes. Dans le phénomène macrosocial que nous appellerons par la suite pathocratie, une certaine anomalie héréditaire, la psychopathie essentielle est catalytiquement et causativement essentielle à la genèse et à la survie de la dite pathologie. La façon dont les humains voient naturellement le monde constitue un obstacle à la compréhension de ces questions. Il est
dès lors bon d'être familiarisé avec les phénomènes psychopathologiques rencontrés dans ce domaine pour pouvoir surmonter ces obstacles. Puissent les lecteurs pardonner à l'auteur les défaillances occasionnelles de celle-ci sur cette voie novatrice et le suivre en prenant connaissance des données présentées dans les premiers chapitres. Cela nous aidera à accepter la vérité sans réflexe de protestation de la part de notre égotisme naturel. Les spécialistes familiarisés avec la psychopathologie se trouveront en terrain connu. Ils observeront cependant certains différents dans l'interprétation de plusieurs phénomènes bien connus, résultant d'une part certes des circonstances difficiles dans lesquelles les recherches ont été menées, mais surtout de l'intense concentration qui a été nécessaire pour atteindre l'objectif originel. Voilà pourquoi cet aspect de notre travail offre une certaine valeur théorique qui peuvent se révéler utiles en psychopathologie. J'espère que les non-spécialistes feront confiance à la longue expérience de l'auteur dans la distinction des anomalies psychologiques individuelles et celles qui constituent des facteurs processus de genèse du mal. L'objectivité scientifique requise pour la compréhension des processus ponérogéniques procurera de considérables avantages moraux, intellectuels et pratiques. Grâce à elle, à long terme, l'héritage de l'éthique ne disparaîtra pas. Au contraire, il sera enrichi puisque les méthodes scientifiques modernes confirment les valeurs fondamentales des sciences des enseignements moraux. Cependant, la ponérologie existe, que de nombreux détails soient corrigés. Comprendre la nature des phénomènes pathologiques macrosociaux permet de les voir dans une saine perspective qui protège le mental de l'empoisonnement par leur contenu délétère et l'influence de leur propagation. La contre-propagande incessante répandue par certains pays dispose d'un système normalement humain pourrait être remplacé par des informations scientifiques et de vulgarisation scientifique directe. Nous ne pourrons vaincre ces énormes cancers sociaux qui s'y propagent que si nous comprenons ce qu'il est en essence et quelles que sont ses causes étiologiques. Voilà qui éluderait le mystère de ces phénomènes mystérieux qui est son premier atout de survie. La compréhension de la nature de ces phénomènes conduirait à la conclusion logique que les mesures prises actuellement pour guérir et remettre de l'ordre dans le monde devraient être entièrement différentes de celles utilisées jusqu'à présent pour résoudre les conflits internationaux. Elles devraient fonctionner comme des antibiotiques modernes ou mieux encore comme une bonne psychothérapie et non plus comme des armes obsolètes comme des gourdins, des épées, des tanks ou des missiles nucléaires. En ce qui concerne des phénomènes de nature ponérogénique, une connaissance adéquate pourrait à elle seule déjà commencer à guérir les individus et restaurer leur harmonie mentale. Vers la fin du livre, nous verrons comment mettre à profit ce savoir afin d'arriver à des décisions politiques correctes et comment l'appliquer au monde comme une thérapie générale.